Le nouveau roi d'Europe se nomme Chelsea. Mais oui, retour sur la finale de la Ligue des champions de l'UEFA disputée ce samedi avec Dorgelès. Ça va. Good evening, Dorgelès. Good evening, Tia. How are you? I'm fine. Okay. How was the final? Bon, je reviens de... C'est très important. Il revient de Chrétien. J'ai fait un tour à Londres, maintenant je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, alors Chelsea, nouveau roi du football européen. Effectivement, Tia, Chelsea a battu samedi Manchester City 1-0 en finale de la Ligue des Champions. C'était à Porto grâce à un but de Kai Havertz. Les Blues remportent leur deuxième Ligue des Champions. Manchester City avait l'occasion de s'offrir un trophée qui manque à son palmarès et qui tient à cœur à ses dirigeants. Mais les hommes de Thomas Tuchel en ont décidé autrement. Les Citizens devront encore attendre. Bon, voilà, c'est une belle finale qu'on a évidemment tous suivie. Alors, sur l'ensemble de la rencontre, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure équipe qui a gagné? En fait, je ris parce que j'ai failli même aller au-delà de la rencontre. Quand on voit que c'est la troisième fois que Thomas Tuchel bat Pep Guardiola, bon, mais c'est la meilleure des équipes, franchement. C'est la meilleure des équipes sur la rencontre. Je pense que je n'ai jamais vu, ça il faut que je le dise, une équipe aussi disciplinée que Chelsea. Sur ce match, parvenir à se concentrer pendant 90 minutes face à une équipe ultra offensive qui n'alignait pas de milieu récupérateur, qui a véritablement mis toutes les armes offensives de son côté pour avoir la maîtrise du jeu, pour avoir le maximum d'occasions franches de but. Mais Chelsea a réussi quand même à quadriller cette formation de Manchester City. C'est la meilleure équipe qui l'emporte. Je suis tout à fait d'avis avec Jean-Philippe. Pour moi, dès l'entame du match, il n'y avait pas d'équipe qui partait favorite pour remporter le trophée parce que ces équipes-là partaient avec 50% chacune de chance pour remporter ce trophée-là. Mais ça s'est joué à des détails près, surtout que Pep Guardiola, déjà, il alignait un système de jeu très offensif, un 4-4-3 déjà, et Thomas Tuchel alignait aussi son 11 classique. Il y avait quasiment toutes les chances de part et d'autre de Manchester City comme de Chelsea, mais Chelsea est resté constant et heureusement a gagné. D'accord. Oui, le meilleur a gagné. Le meilleur, on va dire, c'était Chelsea parce que jouer une finale de Ligue des Champions avec un 11 de départ où il n'y a pas d'attaquant de métier, il n'a pas joué avec de milieu offensif, donc il a parlé défensif autant pour moi. Il voulait tout de suite gagner le match. Mais quand on joue une finale de Ligue des Champions où on n'a pas un véritable numéro 9, à un moment donné, ça crée problème. Ça peut marcher en championnat. On peut avoir des joueurs sur les côtés qui sont capables d'aller marquer, mais en finale, c'est différent. On reste hyper concentré. Il a parlé de Chelsea concentré. Effectivement, Chelsea était solide, compact. C'est une équipe qui remontait vite les ballons. Regardez le but de Kai Havertz, ça vient de loin, surtout de la rapidité. Sur l'ensemble du match, Chelsea a bien géré, surtout Thomas Tuchel a bien étudié cette formation de Manchester City et il a réussi tout simplement à pouvoir gagner ce match-là, pour moi, sur son système de jeu. Je pense que Guardiola a oublié un seul élément. C'est un adage qui dit qu'une finale ne se joue pas, une finale se gagne. Et ce n'est pas en finale qu'on fait une expérimentation. En finale, c'est plus l'aspect psychologique que l'on travaille. Parce que vous avez fini de faire tout le travail pour vous emmener là où vous êtes aujourd'hui. Il faut les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour pouvoir remporter une finale. Je pense qu'en réalité, quand il s'assoit, je suis sûr qu'il a dû minimiser à un certain moment dans la préparation de cette finale l'équipe de Chelsea. Parce que quand on écoutait les supporters de Manchester City avant cette finale, ils disaient que c'est vrai, ils avaient, je dirais, deux convictions. La première, c'est que Guardiola ne s'était jamais incliné à 3 reprises consécutivement face à un entraîneur. Et le deuxième élément, ils estimaient que cette formation de Chelsea qui avait déjà battu City à 2 reprises n'avait pas rencontré les meilleurs éléments de City. Et donc, ils avaient ces deux convictions qui les amenaient à croire qu'avec leur statut d'ultra favori, ils allaient pouvoir rapidement battre cette formation de Chelsea. Mais voilà, je pense qu'il a compris qu'avec l'expérience des finales de Ligue des Champions engagées par Chelsea sur une très longue période, cette équipe était sûrement mieux armée que City. Et puis, il y a des éléments quand même qui ont basculé en faveur de l'équipe de Chelsea. Quand Rudiger fait la faute sur Kevin De Bruyne, qui à un moment donné commence à monter en puissance dans cette finale de Ligue des Champions, c'est un élément aussi très important. Vous avez Thiago Silva qui lâche ses partenaires sur l'aile du terrain. Donc, à un moment donné, ça a remobilisé la formation de Chelsea. Ils ont dit que c'est possible, après 2012, c'est possible d'aller chercher cette finale-là. Ils sont restés concentrés et ils sont allés chercher la victoire. D'accord. Bon, vous avez rencontré Didier Drogba, hein? Ouais. Eh bien, expliquez-nous. C'était
lors des awards du Petit Poteau. Le président est passé sur notre plateau, il avait annoncé l'arrivée de Didier Drogba. Effectivement, il est arrivé et on a essayé d'échanger avec lui, surtout sur cette finale de Ligue des Champions et il nous a répondu, brièvement. Chelsea joue la finale de la Ligue des Champions. Un mot sur ce match-là, vraiment. Est-ce que les Blues peuvent le faire après 2012? Eh Dieu, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, il n'a pas voulu se mouiller. Il n'a pas voulu se mouiller. Bon, après, j'ai senti un peu de retenue parce qu'il ne voulait peut-être pas avancer la victoire de Chelsea et puis Chelsea allait perdre. Mais bon, au finish. Ou pas. Voilà, après 2012, Chelsea ils allait l'ont perdre fait. ou pas. Ouais. En tout cas, il y a eu beaucoup de beaux hommages qui lui ont été rendus par certains athlètes à l'issue de la finale. Absolument. Alors, si on regarde maintenant sur l'ensemble de la saison européenne, est-ce que Chelsea est un beau champion? Un magnifique champion. On ne peut pas battre le Real de Madrid en aller-retour avec une telle maîtrise, battre Manchester City avec une telle maîtrise et puis ne pas être un beau champion d'Europe. Chelsea est une formation qui a véritablement travaillé tout au long de cette saison. Quand ils ont battu l'équipe de l'Atlético de Madrid, beaucoup de personnes se posaient la question de savoir est-ce que ce n'était pas l'Atlético qui était véritablement faible? Parce qu'ils ont battu l'Atlético à un moment où l'Atlético écrasait pratiquement tout le monde dans le championnat espagnol. Ils totalisaient pratiquement 14 points sur le second. Et Chelsea les a battus, mais avec une telle facilité que certaines personnes remettaient en cause la manière d'entraîner de Cholo, Diego Simeone. Ensuite, il y a eu le Real de Madrid de Zinedine Zidane. Ils ont dit, oh, bon, c'est peut-être parce que l'équipe de Zidane cumulait les blessures et autres. Et avec cette finale, je pense que Chelsea a fini par convaincre les plus sceptiques que c'est une équipe qui était véritablement prête, armée, pour remporter cette compétition. Et pour moi, c'est un magnifique vainqueur. Alors, moi, je partirais un peu plus loin déjà, même en championnat. On a vu que Chelsea broyait quand même le noir en championnat avec Frank Lampard avant l'arrivée de Thomas Tuchel qui a quand même révolutionné cette équipe de Chelsea, là, tant dans le championnat que dans la Ligue des Champions. Il faudrait signifier que Chelsea encaissait que 4 buts en 13 matchs de Ligue des Champions cette saison-là. Et c'est le plus faible total pour une équipe vainqueur de la compétition depuis Ajax d'Amsterdam 1994-1995. Quand on voyait comment se comportait déjà cette équipe de Chelsea là, en championnat, on ne pensait véritablement pas que cette équipe allait arriver en finale et remporter la Ligue des Champions. Donc pour moi, cette équipe-là a véritablement mérité ce titre. Oui, Chelsea était un beau champion au vu de son parcours parce que ça n'a pas été facile comme Yellow l'a dit, mais quand Thomas Tuchel est arrivé, il a surfé sur cette dynamique-là de Frank Lampard. Vous avez une seule défaite cette saison au niveau de la Ligue des Champions, 4 nuls et puis vous avez 9 victoires. L'équipe est restée hyper concentrée du début à la fin. Et puis ce qui a fait la particularité de Chelsea cette saison, c'est que Chelsea a quand même eu beaucoup de possession de balles. Quand vous prenez sur l'ensemble de cette compétition, c'est 51% de possession de balles et puis réussi à faire beaucoup de passes. Aujourd'hui, on est sorti de cette équipe de Chelsea qui défendait beaucoup. Cette équipe-là essaie de jouer maintenant au ballon, donc avec des joueurs qui sont très rapides devant. Et puis, que dit de N'Golo Kanté, vraiment dans le milieu défensif, c'est celui-là même qui donne cette pulsion à cette formation de Chelsea. Oui, Chelsea est un beau champion sur l'ensemble de ce qu'ils ont montré. D'accord. Alors, un mot sur Thomas Tuchel, qui a été quand même viré du Paris Saint-Germain il y a quelques mois et qui remporte la compétition. Cette compétition... qui était quand même la priorité du PSG. Donc un mot sur Thomas Tuchel. Je dirais que c'est une belle revanche sur son propre destin à lui. Il a rendu un hommage quand même à Paris. Ce n'est pas un homme qui est parti avec de l'aigreur. Je pense tout simplement qu'il a pris une équipe qui était en train de monter en puissance parce qu'il a dit, il est venu trouver des fondamentaux, une bonne base avec Lampard, même si tout à l'heure, Yelo a dit que cette équipe était en souffrance avec Lampard. Mais quand même, sur les 8 derniers... Vous avez raison, je n'ai pas dit que vous avez tort. Mais il a trouvé quand même une bonne base. C'est un groupe qui a été construit par ses prédécesseurs et il a réussi à remotiver les garçons. Moi, je ne vais pas tout simplement regarder du côté de Paris. Ils savent pourquoi ils ont pris cette décision vis-à-vis de Thomas Tuchel. Mais j'estime simplement que pour le monsieur, c'était vraiment la meilleure manière de rebondir. Et c'est un signal fort qu'il envoie quand même également à Paris à travers cette victoire, parce qu'il a toujours demandé de la patience, de la concentration et de la discipline. Et c'est ce qu'on a senti à travers son travail du côté de Chelsea. Peut-être que si son ancien club, le PSG, décide d'ajouter au niveau de leurs atouts ces différentes qualités, c'est sûr que pourquoi pas, ils arriveraient à dominer disons, les compétitions européennes.
Thomas Tuchel est devenu le premier entraîneur de l'histoire à atteindre la finale de la Ligue des Champions 2 années consécutives avec 2 clubs différents. Ça prouve que c'est un bon entraîneur. Je me dis, au niveau du Paris Saint-Germain, il aurait demandé peut-être avoir beaucoup plus de temps pour construire cette équipe du Paris Saint-Germain, jouer une finale de Ligue des Champions la saison qui suit, laisser l'entraîneur continuer à travailler cette même dynamique-là. Ça peut apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, parce qu'il avait la maîtrise de son groupe du côté du Paris Saint-Germain. On ne lui a pas laissé de temps. On a vu, mais ce qui est intéressant dans la façon de faire de Thomas Tuchel, il fait mieux que Roberto Di Matteo, qui avait pris Chelsea en coup de route en 2012, qui avait gagné la Ligue des Champions. Thomas Tuchel, c'est 19 victoires, 6 nuls, 5 défaites en 30 matchs. Vous avez Di Matteo, c'est 11 victoires, 4 nuls, 6 défaites. Il a carrément fait changer Chelsea, sa façon de jouer avec, je veux dire, plus de rapidité, plus d'aisance et puis beaucoup plus de rapidité dans les transitions de balles. Aujourd'hui, il a essayé de métamorphoser cette équipe de Chelsea et j'ai vu quelque part qu'il a dit comme ça à Roman Abramovich, je vais vous bâtir une empire avec l'équipe de Chelsea. Donc si on lui laisse le temps de travailler du côté de Chelsea, attention, Thomas Tuchel peut faire beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il pourra faire comme ce que Sir Alex Ferguson a fait du côté de Manchester United, mais il peut faire beaucoup de choses pour Chelsea s'il reste et s'il travaille sur une période quand même assez longue. D'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas, félicitations à ce club de Chelsea. Très, très, très belle victoire, très belle rencontre. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine. Pas d'amertume du côté de Paris? Mais absolument. Non, Pourquoi? Pourquoi? Je sais pourquoi. Mettez les cœurs, partagez les direct. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Voilà. Oui, mais tiens, j'ai un cadeau pour vous. C'est grâce aux chaussures offertes par Nasser. voilà, le président. Bon, je pense que Nasser va demander à ce que la chaussure retourne du côté de Paris. Que dira-t-il à Unai Emery? Vous avez un cadeau pour Oui, tout le oui, monde. le maillot de Chelsea, juste après, je vais... Il n'y a aucun souci. Allez, passons à autre chose, messieurs, dames. 74 ans après sa création, l'Africa Sport connaît la période la plus sombre de son histoire. Et pour en parler, eh bien, nous allons recevoir Henri Jo. Donc, vous allez faire un tout petit changement de... Ouais, moi, je suis un champion. Moi, je ne vais pas en Voilà. Ligue 2. On joue la première ligue la saison. Je ne vais pas répondre à cette provocation. Bon, bonsoir, monsieur Bonsoir, Henri Jo. Tia. D'accord. Alors, la saison prochaine, la Ligue 1 se jouera sans l'Africa Sport. Effectivement, Tia, la saison prochaine de Ligue 1 se jouera sans l'Africa Sport d'Abidjan. Le club vert rouge n'a pas pu se maintenir dans l'élite du football ivoirien à l'issue de la première partie de l'exercice en cours. Les Aiglons ont terminé dernier de leur poule, synonyme de relégation. Bon, allez, ça y est. Le téléphone est ouvert, oui. Vous pouvez dès à présent commencer à nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 pour répondre à cette question. Alexis Vagba et Antoine Bailly sont-ils les seuls responsables de la situation de l'Africa Sport? Et on a quelques minutes pour en parler, donc n'hésitez pas à appeler, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors, ici sur le plateau, vous allez répondre à la même question dans un instant, mais avant cela, comment est-ce que vous expliquez cette relégation du deuxième club le plus titré de Côte d'Ivoire sur le plan sportif? Moi, pour l'instant, j'attends la réunion technique à l'issue du championnat national pour savoir quelles seront les décisions qui vont être arrêtées. Parce que depuis un certain temps, il y a des bruits de couloir de certains dirigeants qui essaieraient de faire tout simplement adopter la résolution qui avait été prise avant l'entame de ce championnat et de passer un championnat à 16. Donc on ne sait pas pour l'instant s'il y aura des relégations au niveau de la première division. Mais s'il y a une évidence, c'est que l'Africa a terminé dernier de sa poule et ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Et donc ça met le club dans une situation très difficile. Et si on suit la logique, c'est-à-dire d'un championnat à 14 l'année prochaine, l'Africa est sûr d'évoluer en seconde division. Mais il faudra attendre d'abord la décision à l'issue du championnat pour savoir dans quel format le championnat va se jouer l'année prochaine pour être véritablement sûr et certain que l'Africain ira en deuxième. Beaucoup de si. Mais non, il n'y a pas beaucoup de si puisque à l'entame de cette saison déjà, certains clubs avaient émis le souhait d'un respect d'une décision qui avait été évoquée lors de l'Assemblée générale et de passer à 16. Et le comité de normalisation avait dit qu'il n'était pas en mesure de pouvoir faire appliquer cette décision ou du moins cette volonté des présidents de club d'évoluer à un championnat à 16. On sait, après la visite du président Gianni Infantino, que le comité de normalisation doit céder en décembre pour
un nouveau bureau exécutif qui va organiser un nouveau championnat. Donc, on ne connaît pas la formule de l'année prochaine, d'autant plus que les trois candidats... Non, je termine, monsieur. Quand on sait que les trois candidats en lice qui se sont déjà déclarés pour ce championnat, comme on appelle pour la présidence de la fédération, avaient annoncé une augmentation du nombre de clubs en première division. Donc, ce sont des prévisions. Vous parlez des championnats qui commencent en août, on n'a pas cette certitude. Voilà, on ne sait pas si le comité d'organisation va lancer le championnat ou ils vont terminer leur chantier pour laisser le championnat entre les mains d'un nouveau bureau exécutif. D'accord, d'accord. Donc, pour l'instant, je dis que je ne suis pas affirmatif sur le fait que l'Africa est Tanda, puisqu'ils sont deux clubs se retrouvant en deuxième division. Mais s'il y a une certitude, c'est qu'ils ont terminé dernier de leur poule. Bon, est-ce que ce ne serait pas quand même créer un précédent que de faire ça? Et ça ressemblerait quand même au fait que c'est parce que c'est l'Africa qui doit descendre qu'on réajuste un petit peu les textes. Bon, est-ce que vous comprenez? Bon, moi, je ne le vois pas de cet œil. Mais bon, de toutes les façons, si l'Africa doit aller en deuxième division à l'issue de cette saison, l'Africa n'aura qu'à s'en prendre, plutôt, excusez-moi, à elle-même. Voilà, personne n'a poussé le club à être dernier du championnat. Sportivement, l'Afrique a fini dernier de sa poule. Donc l'Afrique va en deuxième division. Ça, c'est ce qu'on sait maintenant. Comment cette relégation, comment c'est arrivé quand même? Ce sont les résultats sportifs lors de cette saison. Parce qu'il faut savoir que déjà, ça a été une saison exceptionnelle. D'où, voilà, on est revenu un peu à la formule de la Super Division. Donc déjà 2 poules. De cette équipe. L'Africa n'a pas réussi à se maintenir dans les 6 premiers qui vont jouer la saison prochaine. Donc l'Africa a fini dernier de sa poule. Maintenant, dans le fond, il y a eu pas mal de situations qui ont conduit à ces différents résultats. Voilà, donc voilà un peu comment l'Africa s'est retrouvée dans cette situation. Et puis, en cours de saison, quand même, il y a eu quand même quelques petits faits, notamment lors de ce match où la bataille était encore très rude pour se maintenir, lors de ce match face à l'équipe de Bafing, où l'Africa a aligné un joueur qui n'était pas qualifié. Donc l'équipe du nord-est de la Côte d'Ivoire, du nord-ouest, a rentré, a déposé une plainte au niveau du comité de normalisation et a eu gain de cause. Donc du coup, a retiré 1 point, ce qui a même précipité le départ de l'Afrique en deuxième division. D'accord. On va prendre la direction de Tiebissou. On a M. Ibrahima. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonne fête de vous. Bonne fête de mai à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Ibrahima, Alexis Vagba et Antoine Bailly sont-ils les seuls responsables de la situation de l'Africa Sport? Bon, je dirais oui, ils sont responsables. Mais j'aurais voulu que la question soit posée d'une autre manière parce que la responsabilité ne veut pas forcément dire la culpabilité. Ils sont très responsables parce que surtout Bailly et surtout Vagba, parce qu'il était le président de l'Africa et il n'a pas pu bien mener à bien son bateau. Donc ils sont responsables. Mais pour moi, ils ne sont pas coupables. Parce qu'on ne doit pas occulter le rôle du CONOR et puis d'autres acteurs. Quand vous prenez le CONOR qui met un secrétaire général de consensus, qui fait une faute administrative, qui amène l'Africa à perdre 1 point face à un adversaire direct au maintien qui est l'entente sportive de Bafing. L'Africa perd 1 point, Bafing a 2 points de plus. Et le comité de normalisation a décidé de fusionner les 2 équipes en envoyant 9 ici, 9 ici. Donc ils sont coupables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de conflit précédent qui a été une suite de succession de dates posées au sein même de l'Africa. Mais à l'état actuel aujourd'hui, on ne peut pas dire que Baba et Bailly sont coupables, franchement. Parce qu'arrivé à un moment donné, ils ne maîtrisaient plus, on les a mis à l'écart. Pour terminer, je retourne la question. Supposons que l'Africa arrivait à se qualifier par miracle en première division, qui part en super division, et je dis en première division, en super division, qui part jouer la super division, et puis l'Africa était championne à la fin de la super division. Qui on allait féliciter? C'est l'acte de qui on allait apprécier? Dans le CONOR, on allait dire, le CONOR, ils se sont bien comportés. Donc je retourne la question pour dire, si jamais l'Africa avait été qualifiée en super division et l'Africa avait été championne de Côte d'Ivoire en 2021, qui serait félicité, pour ne pas dire entre guillemets, qui serait coupable de la victoire entre guillemets de l'Africa? Ça ne serait pas Bailly, ça ne serait pas Baba. Et ceux qui ont pris la décision de mettre l'Africa sur une normalisation, il faudrait qu'ils assument, il faudrait qu'ils au moins ils reconnaissent
leur tort, leur erreur. D'accord. La culpabilité, c'est avoir commis une erreur. D'accord. On peut être coupable pour avoir commis une erreur, mais on peut être responsable alors qu'on n'a pas commis d'erreur. Merci beaucoup, hein, Monsieur Ibrahima. Merci pour votre belle intervention. Henri Jo, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Ibrahima, qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, quand même, c'est-à-dire le problème de l'Africa, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin parce que dire que c'est le CONO qui est coupable de cette situation, je pense que déjà c'est occulter tout ce qui s'est passé, qui a conduit à cette situation, surtout à ce bicéphalisme à la tête du club. Il faut remonter plus loin. Et moi, peut-être, je prendrai 2019 pour essayer de réveiller un peu les souvenirs qui ont amené ce bicéphalisme à la tête de l'Africa. Quand même, il y a eu une situation et le comité exécutif d'alors n'a pas pu gérer, a essayé plutôt à sa manière de gérer en créant une sorte de gestion collégiale. Et c'est ce qui a conduit l'Africa jusqu'à l'arrivée du CONO. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour essayer de situer les responsabilités et surtout les culpabilités dont il évoque. D'accord. Monsieur Kassoum nous appelle de Bouaké. Bonsoir, Monsieur Kassoum. Bonsoir, Atia. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Oh, très bien, très bien. Alors, merci. Alors, Monsieur Kassoum, même question pour vous. Hein. Est-ce que Alexis Vagba et Antoine Bailly sont les seuls responsables de la situation à l'Africa Sport? Oh, tiens, merci beaucoup. Je suis très content. Depuis un certain temps, je tente de rentrer en contact avec vous. Je n'arrivais pas. C'est pas facile. Dieu merci pour ça. Je peux rentrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Vous savez, l'Africa Sport d'Abidjan, une fois, je vous ai appelé une fois sur votre plateau. Je vous ai dit que le comité de normalisation aurait dû bien régler ce problème de l'Afrique avant de commencer le championnat. L'Afrique avait des problèmes. Il y avait deux présidents à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Et le comité de normalisation n'a pas pris l'audace de régler ce problème. Ils ont commencé le championnat avec les problèmes que l'Africa avait. On aurait dû, moi je vous ai dit sur votre plateau, j'ai dit qu'on aurait dû organiser le plus rapidement possible l'Assemblée générale de l'Africa, trouver un président à la tête de l'Africa avant de commencer ce championnat. Là, ce président allait peut-être avoir le temps de faire un bon recrutement pour l'Africa, et que l'Africa, tranquillement, pouvait commencer le championnat à tête reposée pour dire, ah voilà, nous sommes arrivés aux élections, on a un nouveau président à la tête de l'Africa Sport. Mais il y a eu deux présidents. Et le comité de normalisation n'a pas cherché à organiser des élections pour l'Africa. Ils ont commencé le championnat. Oui, mais avec Monsieur Kassoum, vous vouliez quoi? Que les 13 autres équipes attendent que le problème de l'Africa soit réglé? Il fallait qu'on mette tout encore en stand-by? Mais effectivement, là, on organisait les élections avant qu'on donnait maintenant la date d'arrêter le championnat. Parce que, je vais vous dire, Tia, vous savez, le problème de l'Africa, là, Kone Cheikh Oumar n'avait pas fini son mandat. Kone Cheikh Oumar a été complètement radié. Moi, je vous dis que le problème est comment on appelle, la défense des affaires de l'Africa Sport d'Abidjan, Vagba et Bailly. Ils sont les responsables, il faut être réaliste. Ils sont responsables de la défense de l'Africa. Ils sont restés en train de faire que des palabres inutiles. Des personnes âgées, ils sont restés là, des palabres inutiles. Et voilà, ils ont mené l'Africa Sport depuis une équipe créée depuis 1947. Mais combien d'années vous êtes en première division? Des palabres inutiles. Des palabres inutiles. Baba dit c'est ça, Bailly dit c'est ça. Ils sont restés en train de faire des palabres inutiles. Voilà où ils ont mené l'Africa Sport d'Abidjan. Pourquoi je dis que le comité de normalisation devrait peut-être prendre le problème de l'Afrique à bras de corps avant de commencer le championnat. Une fois vous avez évoqué ce cas de l'Africa sur votre plateau, moi j'ai appelé pour vous dire il faut que le comité de normalisation règle ce problème de l'Africa. Et il a dit que non, et j'étais hors sujet. Je me souviens bien. Mais voilà, aujourd'hui, l'Africa partait en deuxième division. Vagba et Bailly Antoine sont pleinement responsables de l'Africa. Aujourd'hui, en Africa, là, nous, là, on est fatigués de tout ça, là. On est fatigués. Ça, là, l'Africa n'a qu'à s'apprendre à aimer. Je suis d'accord avec Jean-Philippe. Ils sont pas l'habilité. Ils n'ont rien apporté à l'Africa. Vraiment, moi, je suis complètement déçu.
Je suis déçu. D'accord, très Je suis bien. déçu de cette équipe de l'Africa Sport. On comprend, hein, monsieur C'est la Kassoum. vérité, Tia. C'est le bricolage une fois que j'ai dit. D'accord. Bon, monsieur Kassoum, malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, on a bien compris vos propos. D'accord, merci, monsieur Kassoum. Allez, Jean-Philippe. Bon, moi, je vais dire d'abord un élément qui est très important par rapport à ce qu'Henri Jo a dit. Le problème de l'Africa Sport d'Abidjan, il remonte, comme on le dirait si on était en histoire, en des temps immémoriaux. Mais là, la question, elle était claire, elle est cernée. C'est aujourd'hui le résultat sportif de l'Africa qui conduit ce club durant cet exercice 2021 du championnat en deuxième division. Qu'est-ce qui a causé tout simplement cette descente en deuxième division? Moi, je dis, déjà, cet exercice commence comment? Par l'engagement des clubs pour les compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de football. Avant l'installation du comité de normalisation, le comité exécutif suspendu avait déjà des velléités d'organisation d'un championnat et ils ont demandé aux différents clubs de venir s'engager pour les compétitions locales. Au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, M. Vagba Alexis a engagé l'Africa Sport d'Abidjan. Le comité de normalisation est venu prendre le relais. Le comité de normalisation n'a pas remis en cause l'engagement de l'Africa par M. Vagba Alexis et a décidé d'organiser le championnat avec le club Africa Sport d'Abidjan engagé par M. Vagba Alexis. Une fois que vous acceptez d'avoir M. Vagba Alexis comme interlocuteur, ça veut dire que vous le reconnaissez comme président de l'Africa. Mais dès l'entame de la saison, au moment de verser les différentes subventions de l'Africa, on nous fait ressortir qu'à l'Africa, il y a un bicéphalisme. Il y a une grosse interrogation. On n'arrive pas à comprendre. Déjà, si le comité de normalisation estimait qu'il y avait un bicéphalisme à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, dans la feuille de route du comité de normalisation, avant l'organisation du championnat, feuille de route dressée par la FIFA, il y avait le règlement des conflits au niveau de certains membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. On sait que l'Africa était membre actif côté club, on sait qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'AFI, membre actif, au niveau des arbitres, membre actif. Mais on a déjà un membre actif qui doit prendre part à un championnat. Donc, comme l'a si bien dit l'interlocuteur précédent, pour régler le problème de l'Africa, on ne veut pas mettre plus d'un mois. On faisait asseoir les différents protagonistes, on leur disait, trouvez une entente où nous, on va faire un championnat sans vous. On vous suspend tout simplement des activités de la première division, le temps que vous réglez vos problèmes. Mais on décide d'aller avec un club engagé par M. Vagba, et pendant l'exercice, on dit non, on ne vous reconnaît pas, on bloque les fonds, on rentre ici, on sort là. Et cela crée des problèmes au sein du club. On a vu des joueurs venir avec des banderoles dire qu'ils ont faim. C'est totalement humiliant. Il a fallu l'arrivée de, comme on appelle, un comité de normalisation au niveau de la section football de l'Africa pour décaisser les fonds, mais c'était déjà trop tard. D'accord, très bien. Monsieur Kakou, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir, Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Kakou. Alors, Monsieur Kakou. Et bonne fête, oui. Bonne fête des mères aux deux dames sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes gentil, Monsieur Kakou. Alors, même question pour vous. Hein. Alexis Vagba et Bailly Antoine sont-ils les seuls responsables de la situation à l'Africa Sport? Le problème Africa Sport, nous sommes tous coupables de ce qui arrive à l'Africa Sport. Des journalistes passant par les dirigeants de l'Africa, y compris les supporters, que j'aime bien appeler les gens de Yopougon Terminus 40. Voici un club où personne ne sait ce qu'il fait dans le club. Et c'est un club qui est friand de mettre ses problèmes sur les autres. Monsieur Bailly, qui a créé cette cacophonie, est plus coupable que les autres. Parce que quand vous avez boycotté les autres présidents, pour ne pas monopoliser la parole, comme il y a beaucoup d'hommes, et qu'on fait installer ton ami qui est M. Vagba, et du coup il y a quelque chose, tu te réfères à l'ancien comité exécutif qui était dirigé par M. Feu, comment ça s'appelle, Sori Diabaté. Sidi Diallo. Et ce monsieur trouve un terrain d'entente où toi tu es président de section football et l'autre est président central. Tu boycottes un match à Yamsokro, tu fais jouer, tu l'empêches de jouer le match. Le monsieur veut sauver son équipe, il prend une sanction disciplinaire pour maintenir le club en 2-1. Ils l'ont écarté. Toi-même, tes éléments gèrent l'Africa, il faut jouer un joueur qui n'est pas qualifié à un championnat du Conor. Et demain, vous allez dire que c'est le Conor qui a créé un autre Conor à l'Africa, c'est pourquoi on n'a pas pu régler. Il a dit, M. Auré a développé une thèse tout à l'heure. On ne doit pas maintenir l'Africa en 2-1. Quelle que soit la nature, même si on applique les cahiers de charges, l'Africa ne respecte pas les règlements d'un club.
L'Africa doit aller purement en troisième division, réfléchir sur leur club et remonter. Le courage de les blâmer. Quand ils reviendront, ils comprennent qu'on va voter M. Baba. Son mandat fini. Vous attendez, vous priez Dieu pour que les années même passent vite, et puis il vient vous le démettez. Quand les supporters vont gréver à la FIFA, qui a donné banderole à ces joueurs de donner le Conor? Quand le Conor venait à Yopougon, ils ont acclamé le Conor. Et puis, qui a donné le bandeau aux joueurs? Les joueurs ne viennent pas avec des banderoles d'échauffement. Et puis, vous dépliez. Ils s'exposent eux-mêmes, les dirigeants d'Africa. Qu'ils soient francs, qu'ils reconnaissent leur chapeau qu'ils ont mis sur la tête et règlent leurs propres problèmes. Et ils sont trop friands de déporter leurs problèmes sur des personnes qui veulent les aider. D'accord. Voilà, même si on a une nouvelle formule du championnat à 16, il faudrait qu'on les radie de la Ligue 1 pour qu'ils puissent revenir. Voilà, c'est courageux. On a bien compris, Merci beaucoup. Merci, bonne émission. Merci, monsieur Kiakou. Alors, on va lire un commentaire sur la page Facebook. Le message de Sylvain Kébé, qui nous dit: le problème à l'Africa est tellement profond que Vagba et Bailly en sont le fruit de l'esprit qui règne dans ce club, au sein donc des membres associés. Problème de personnes, d'ego, d'exclusion et j'en passe. À se faire la guerre entre eux-mêmes au lieu de penser au plus important, bâtir un grand club avec une institution forte, comme l'a fait monsieur Roger Wenier avec la SEC. Le changement de mentalité des dirigeants et des supporters, tous les membres associés pour voir un grand Africa et cette descente en Ligue 2 est bien arrivée et va servir de leçon. Bon. Alors, rapidement, non, on n'a plus le temps. Donc, un comité de normalisation a été mis en place pour gérer les affaires courantes et organiser justement l'élection d'un nouveau président à l'Africa Sport d'ici fin août. Rapidement, quels seront les chantiers des prochains dirigeants pour que les Aiglons retrouvent assez vite l'élite du football ivoirien? Waouh, ça c'est une grosse interrogation. Les chantiers, aujourd'hui, c'est essayer de régler le problème au niveau de l'Africa. Parce qu'on connaît tous, c'est vrai, on évoque, on parle de Conor, mais depuis près de 5 ans ou même au-delà, on connaît les vrais protagonistes au niveau des problèmes à l'Africa. Il y a Bailly, il y a Vagba, même on va un peu plus loin, même il y a Konishek qui a été impliqué. Il y a les supporters. Voilà, et même les supporters, il y a plusieurs supporters, ils ont tellement d'associations au niveau de l'Africa. Donc, essayer de régler tout, de faire asseoir toutes ces personnes-là afin de régler tous les différends et repartir sur de nouvelles bases. Parce que même si on met un nouveau président, que toutes ces personnes sont toujours autour, en train de graviter autour, il aura toujours des problèmes. Donc déjà, pensez à régler tous les problèmes dans la famille vert et rouge avant d'essayer de faire quoi que ce soit. D'accord. Déjà, il faudrait que les prochains dirigeants fassent l'unanimité, c'est-à-dire fassent l'unanimité, que les membres associés se reconnaissent dans ces différents dirigeants-là, parce que Henri Jo disait tout à l'heure qu'il fallait écarter certaines personnes, mais pour moi, l'Africa, c'est déjà une histoire et il faudrait construire l'avenir de l'Africa avec ces mêmes personnes-là, mais il faudrait que les nouveaux dirigeants fassent l'unanimité pratiquement avec les membres associés. J'espère simplement que celui qui va être élu à l'issue du travail du comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan soit reconnu et que cela n'ouvre pas une autre brèche juridique, parce que l'Africa Sport est un club omnisport. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette contestation, moi j'ai appris en coulisses que le président Vagba aurait déposé un recours du côté du tribunal arbitral du sport. Donc j'espère que ce travail qui va être fait va permettre, excusez-moi, d'avoir véritablement un président qui va être accepté par tous et reconnu par tous. D'accord. Eh bien, très bien. Bon, en tout cas, on espère vraiment que la situation va s'arranger et qu'on va réussir à sortir quand même la tête de tout ça au niveau de l'Africa Sport. Mais bon. Allez, pour la peine, comme vous avez été très sage, très sympathique, je vous ai concocté un plus calé spécial Africa Sport. On y va tout de suite.